Moi, je suis ravie d'avoir été invitée à échanger, sachant que ça sera moins un échange que Francis qui va partager autour de la beauté du vivant. On était ensemble à Marseille, à l'UICN. On avait fait un très beau débat avec Ernst Zürcher et Laurent Tillon. C'était il y a peut-être 3 ans. L'année dernière, on a eu un très bel échange à Paris à l'occasion de la sortie de ta première biographie, Les vies heureuses du botaniste. Depuis, il y en a eu une deuxième, écrite par Alexis Génie, qui est également disponible à la librairie. Alors pour ceux qui n'auraient pas révisé avant, je vais dire 2 mots de Francis, parce que c'est toujours plus simple que ce soit quelqu'un d'autre qui te présente. Donc Francis, tu es botaniste, biologiste et dendrologue. J'adore ce mot, donc je vous laisserai trouver sa définition. Spécialiste des arbres et des forêts tropicales. Tu as été professeur à l'université d'Orsay en 1960, à Brazzaville en 68, à Kinshasa en 70 et ensuite longtemps à Montpellier, de 71 à 99. Tu es un membre correspondant du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et nous avons la chance d'avoir plein de livres de toi. Le radeau des cimes, qui est un très beau livre, peut-être qu'on parlera un petit peu tout à l'heure. Le plaidoyer pour l'arbre, que je vous ai mis devant, qu'on vient de rééditer. Le plaidoyer pour la forêt tropicale. Le manifeste pour une forêt primaire en Europe, qui est un projet qui te tient à cœur énormément depuis quelques années. Et puis enfin, ce dernier opus qui vient de sortir, qui s'appelle La beauté du vivant, et à laquelle nous allons consacrer ce temps. Francis va parler pendant 45-50 minutes, et après, surtout, ce qui l'anime, c'est d'avoir un échange avec vous, d'avoir vos questions, parce que c'est ça qui le nourrit et nous nourrit. Voilà, merci Francis d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? En haut aussi? Bon, parfait. Je voudrais lui dire que la beauté, c'est devenu une cause à défendre, parce qu'elle est menacée. Il y a encore en Europe des endroits très beaux, des centres-villes magnifiques, mais même autour de ces villes, il y a maintenant des banlieues affreuses, avec des espèces de bâtiments commerciaux sans aucune espèce de poésie. C'est couvert de tags et quand ça s'écroule, c'est rare qu'on les répare. Enfin bref, je trouve que les banlieues sont devenues horribles. Des trains à l'arrêt dans une gare, ils sont tagués. Bon, moi les tags, je trouvais ça amusant au début, mais maintenant ça commence à durer un peu trop. Voilà, je trouve que notre planète devient laide. Attention, moi je fréquente les tropiques, c'est mon métier, et je vois d'énormes zones qui étaient forestières mais qui sont maintenant déforestées. Ça ne sert plus à rien, c'est laid, franchement laid. Et puis dans nos régions, sur des sols dégradés, on voit des monocultures essentiellement. C'est tellement moins beau que les bocages qu'on avait avant. Le remembrement a été évidemment une erreur, mais même sur le plan esthétique. Pas que, hélas. L'ennui, c'est que cette laideur qui s'installe sur notre planète, elle est lente et insidieuse, de sorte qu'on s'y habitue. Attention à ça, pas s'habituer à la laideur. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, malheureusement. Parmi les menaces qui pèsent sur la beauté, je voudrais vous raconter un souvenir de l'époque où j'étais étudiant. Ce n'est pas récent, hein, vous imaginez. J'étais étudiant en biologie, donc on nous amenait des plantes et des animaux, dont parfois on les trouvait magnifiques. Des enseignants nous ont dit « n'admirez jamais ». Pourquoi? Parce que si vous admirez, ça va fausser vos raisonnements et vos résultats deviendront suspects, douteux. Ils ont continué, ils ont dit la beauté, c'est futile. C'est bon pour les enfants, pour les débutants, pour les poètes, pour les artistes, mais c'est indigne des scientifiques. Voilà ce qu'on m'a appris à l'université.
suis désolé de le dire, mais parfois il faut une vie entière pour se débarrasser des bêtises qu'on nous a enseignées à l'université. J'espère que c'est fini, mais j'en suis pas absolument certain. Alors le résultat, c'est que ceux qui s'occupent du vivant, les biologistes, les chercheurs en biologie, ils ne parlent pas de la beauté, ils n'en parlent pas. Et c'est d'autant plus paradoxal que c'est la beauté qui les a attirés vers ce métier-là, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient gamins. Ils se sont dit, tiens, ça mérite qu'on passe sa vie à étudier ça. Mais une fois qu'ils sont dans le métier, plus question de parler de beauté. Et le public s'en plaint souvent. Moi, on me dit ça souvent. Pourquoi est-ce que les scientifiques ne parlent pas de beauté alors qu'ils la fréquentent quotidiennement? Il y a encore une autre menace sur la beauté. Là, c'est des gens influents et importants qui pensent que la beauté naturelle n'a aucune espèce d'importance. On peut l'oublier parce qu'elle est due au hasard. Pour ces gens-là, seul compte la beauté dont l'être humain est l'auteur, c'est-à-dire l'art. Voilà, l'art dans son sens le plus large, hein, y compris la musique, les parfums, voilà, l'art. Eh bien, ce point de vue-là, il est défendu par des gens très importants. Vous retrouveriez des citations là-dedans, mais je voudrais dire Hugo, Wilde, Oscar Wilde, je veux dire que c'était un drôle de type, lui. Hein. Et puis François Scheng. Désolé, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais il a fait un livre sur la beauté. Et il ne s'agit que de la beauté faite par l'être humain, le reste, non. Alors, il y a des disciplines scientifiques qui aiment bien la beauté. Les astronomes, par exemple, ils sont volontiers lyriques pour décrire ce qu'ils voient dans le ciel, et ça, je trouve ça tout à fait normal. En physique aussi, on tombe sur des travaux qui n'hésitent pas à parler de beauté. J'ai lu récemment la cinématique de l'éclatement d'une bulle de savon. C'est très banal, mais si on regarde de près, c'est tout à fait magnifique, et le physicien qui a étudié ça n'hésite pas à le dire. Il y a aussi les mathématiciens. Les mathématiciens parlent très volontiers de la beauté des mathématiques. Leurs équations, leurs conclusions, leurs théorèmes, c'est pour eux ce qu'il y a de plus beau. Ce qui m'ennuie un peu avec les mathématiciens, c'est qu'ils admirent ce qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pas trouvé dans la nature, ça. Hein. Alors, je me méfie un peu de l'anthropocentrisme dans ce cas-là. Bon. Alors, je n'ai aucun problème avec l'art. Je l'aime beaucoup, l'art. J'appartiens à une famille d'artistes, et donc c'est tout à fait habituel. Cependant, l'ennui de l'art, c'est que c'est subjectif. C'est profondément subjectif. Bon, supposez que moi j'aime Picasso et je rencontre un copain qui préfère Rembrandt. Eh bien, on a raison tous les deux. Il n'y en a pas un qui va essayer de convaincre l'autre, ça n'aurait pas de sens. C'est profondément subjectif, l'art. Et alors, petit à petit, on a pris l'habitude de considérer que la beauté, c'est subjectif. J'ai parlé de ce travail à des copains depuis longtemps, et ils me disent, tu étudies la beauté, mais c'est subjectif. Mais je leur dis non, la beauté naturelle, elle n'est pas subjective. Vous imaginez un coucher de soleil magnifique, vous imaginez quelqu'un qui dirait, oh ben non, moi je trouve ça moche. Voilà. Bon, il y a toujours des esprits chagrins, hein, mais ce n'est pas cela qu'on va suivre. Quant à la beauté du vivant, vous prenez une grande marguerite ou une orchidée, on imagine quelqu'un qui trouverait ça laid. Je trouverais ça très, très surprenant, mais je ne crois pas que ça se passe comme ça. Une passiflore, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand on a vu une fleur de passiflore, on ne l'oublie plus pendant toute sa vie. Et ça mérite d'être gardé en mémoire, d'ailleurs. C'est tout à fait étonnant. Bon, j'irai un peu plus loin en disant que la beauté du vivant,
elle est très supérieure à l'art. Je mets au défi les artistes les plus talentueux, les plus renommés, les plus célèbres, de peindre un objet vivant aussi beau que la réalité. Mais je crois que ça ne se fera pas. Ça ne s'est jamais fait. Albert Dürer n'était pas très loin de ça, mais des gens comme Dürer, en ce moment, j'en vois pas. Bon. C'est une question de sensibilité. Il y a, ça me fait drôle, mais je vais vous parler du Christ, parce qu'il a eu un éclair d'intérêt pour la botanique. Il aurait dû faire botaniste, ce monsieur. Il aurait eu une fin de vie beaucoup plus peinarde. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez les lys des champs. Ils ne tissent ni ne filent. Et pourtant, je vous le dis, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. C'est étonnant, il a mis son nez dans une fleur. Il s'est dit, mais c'est incroyablement beau. Et il a raison, ça l'est toujours, hein, les lys, c'est toujours aussi beau. Voilà. Bon, ces menaces qui tournent autour de la beauté, moi, ça m'a donné l'énergie d'écrire ce bouquin parce que ça me met un peu en colère. Je voulais découvrir si la beauté avait un sens en biologie. Et je propose que la beauté, effectivement, ait une signification biologique. Bon, la beauté du vivant, pour moi, ça n'est pas subjectif, mais par contre, ça présente des degrés. Prenez les oiseaux, par exemple. Eh ben, un oiseau de paradis ou un paon mâle, c'est plus beau qu'un petit moineau. Donc il y a des degrés, voilà. Et cette gradation, c'est justement ça que je voudrais étudier. Tout de même, avant de passer aux lignées monophylétiques qui vont être mon instrument de travail, je voudrais vous montrer quelques exemples de beauté. On les voit là? Oui. Alors, ces coquillages-là, ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est ce qu'on peut trouver de plus banal. C'est ce que je trouve, moi j'habite Montpellier, c'est ce que je trouve sur la plage, les plages de Montpellier. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Et je me dis, mais c'est très beau ces choses-là. Effectivement, il y a 3 espèces de coquillages que je trouve très belles. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne comprends pas cette beauté? Ce n'est pas la peine d'étudier la biologie, alors. On ne m'en a pas parlé, on ne me dit pas à quoi ça sert. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. Bref, il y a une lacune là. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de beauté du vivant. Là, vous avez une limace de mer venue d'Australie, que je trouve très belle. C'est petit, mais c'est très beau. Et à côté, un champignon très commun dans les forêts tropicales. C'est du groupe des Phalacées, mais il y a une espèce de voile de mariée absolument étonnant autour de ce champignon. Non, pardon. Même chez les araignées, on ne passe pas pour être des animaux tellement beaux. J'en ai trouvé une ici qui est... Bon, elle est moins laide que les autres, disons. Quant aux poissons, alors là, c'est illimité. La beauté des poissons, c'est... Bon. Là, je vous montre des radiolaires, c'est-à-dire des organismes animaux, du plancton marin, mais ce sont des cellules, c'est des unicellulaires. Donc, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Dans ce bouquin, j'ai évité tout ce qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Je m'occupe que des plantes et des animaux tels que je peux les observer avec mon œil. Ça, ce n'est pas le cas. Mais enfin, c'est tellement beau, les radiolaires, que ça aurait été dommage. Ça prouve que la beauté, elle peut exister aussi à des échelles que nous ne pouvons pas percevoir à l'œil nu. C'est assez étonnant, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors, les dessins en noir et blanc comme ça, c'est des fossiles. Les fossiles, on les aime bien, ils sont passionnants. Ils ont un défaut, c'est qu'on ne connaît pas leur couleur. Les pigments ne se fossilisent pas.
Et donc, je suis obligé de dessiner ça en noir et blanc. Mais bon, ça se compte pas en millions d'années, mais en milliards d'années, ces petites choses-là. On a de la peine à dire si c'est animal ou végétal, et il est possible qu'il y ait eu des groupes qui étaient à cheval entre les deux. Ça a disparu, ça. Bon, la beauté, en tout cas, ne me paraît pas évidente, et à mon avis, c'est trop ancien, trop ancestral pour que la beauté s'exprime. Ça, c'est des fossiles aussi. C'est le fameux schiste de Burgess au Canada qui a livré un nombre incroyable de fossiles. Eh bien, je trouve qu'on est encore en deçà du seuil de la beauté. Je précise que je n'ai pas de moyen personnel spécial de dire si c'est beau ou pas beau. N'importe qui ici pourrait dire la même chose. Voilà, je ne peux donner que mon impression. Alors, là, il y a une chose importante qui apparaît. C'est des fossiles très anciens, c'est du Cambrien. Donc tout ça, c'est des formes ancestrales. Et je voudrais vous faire remarquer qu'il y a côte à côte des organismes qui nagent, libres et mobiles donc, et puis des organismes qui sont fixés au sol. Ça ressemble à des espèces de fleurs, c'est au milieu un peu sur la droite. Et donc les ancêtres, je ne trouve pas qu'ils soient très beaux, mais ce qui les rend très intéressants, c'est une richesse incroyable dans les structures et dans les modes de vie. Voilà, et on va retrouver ça dans toutes les lignées. Alors, ça, c'est la lignée des insectes. Une lignée, bon, ça démarre petit, parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'ancêtres, puis ça grossit, ça se prolonge, et ça finit par se refermer, parce qu'il n'y a pas de groupe vivant, ni animal, ni végétal, qui vivent éternellement. Il y a un moment où ça s'arrête. Eh bien, je peux diviser cette lignée en 3 parties, la base, le milieu et le sommet. La base, ce sont donc des ancêtres. Ils sont tout petits, microscopiques. Ils sont absolument passionnants, comme je l'ai dit, par leur variabilité structurale et de mode de vie. Mais franchement, je les trouve très laids. Ça te fait rire. Tu n'es pas de mon avis? Regarde ça, sur la gauche de ce dessin. En effet. Hein? En effet, on peut dire qu'ils sont très laids, surtout que ça évolue. Non, mais c'est intéressant de les comparer avec le milieu de la lignée qui est sur la droite, là. C'est dommage, je n'ai pas les couleurs, c'est dommage. Et puis surtout avec le sommet, je vais vous montrer le sommet de la lignée des insectes. Ça, c'est beau, voilà. En plus, c'est en couleur. Oui, mais c'est plus facile de connaître les couleurs sur des organismes vivants que sur des fossiles. Comme je travaille surtout sur les forêts tropicales, je me suis efforcé de ne pas mettre trop d'exemples tropicaux, parce que les exemples tropicaux, ils sont plus abondants, plus gros et plus beaux que ce qu'on trouve ici. Mais dans ce dessin, il y a, la plupart des animaux sont de la région, de l'Europe, quoi. Ça ne les empêche pas d'être beaux. Bon. Alors, le milieu, la base c'est tout petit, le milieu ça s'élargit, et là on voit une propriété émergente qui se met en place, c'est la beauté. Au début elle est rare et elle est perdue dans une masse d'organismes qui ne sont toujours pas très beaux. Et si on avance encore plus vers la fin de l'évolution, eh bien c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est essentiellement des beaux organismes. Alors, on va essayer avec une autre lignée. Ça, c'est une lignée qui nous concerne directement parce que c'est la lignée à laquelle appartient l'être humain. Je ne veux pas être discourtois, mais je voudrais faire remarquer que à la base de cette lignée, notre ancêtre reculé, il est en haut à gauche, là, il ressemblait à une limace.
Pourquoi on considère que c'est notre ancêtre? Parce que c'est la lignée des vertébrés. Et là, on voit apparaître, ce n'est pas encore une colonne vertébrale dans cette espèce de limace, mais enfin, on sent que ça se met en place. Alors, comme prévu, dans les ancêtres, il y a des choses très curieuses au point de vue des modes de vie. Il y a un petit peu en dessous, il y en a un qui est fixé, il y en a qui sont terrestres, d'autres qui sont aquatiques, marins ou d'eau douce, etc. Et donc, voilà, c'est ça. Les ancêtres, moi je trouve souvent qu'ils ne sont pas beaux, mais ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils contiennent toutes les possibilités à venir. Une propriété émergente. Alors la beauté qu'on voit apparaître, par exemple là je vois un dauphin. Bon, un dauphin c'est quelque chose de magnifique, ou une chauve-souris. Enfin, vers la droite du tableau, là, il y a des animaux qui sont magnifiques. Un lémurien accroché à une branche d'arbre, c'est un spectacle magnifique. Donc la beauté émergente, elle commence à dominer sur les autres formes. Ah oui, un mot sur le paresseux. J'ai une grande passion pour cet animal-là. Il est très lent, comme son nom l'indique, et en plus il est vert. Un mammifère vert. C'est très surprenant ça. Pourquoi est-ce qu'il est vert? Parce qu'il a un pelage très touffu, et il vit dans des régions équatoriales où il pleut presque chaque jour. Donc son pelage est gonflé d'eau, et il y a des algues qui s'installent dedans, et c'est des algues vertes. Donc cet animal, il est vert. C'est pas idiot du tout, parce que il faut qu'il échappe aux prédateurs, qui sont des aigles tropicaux ou des buses tropicales. Eh bien, quand on ne peut pas bouger vite, ce qui est son cas, le mieux, c'est de ressembler à des feuilles. Et il vit dans les arbres, et on a beaucoup de mal à le repérer. Tant qu'il ne bouge pas, il est à l'abri. Les zèbres, ça nous pose un problème considérable, parce que ces magnifiques rayures noires et blanches, ça complique énormément la vie des zèbres. Un lion, il les voit à des kilomètres. Et c'est une proie facile pour un lion. Il serait beaucoup plus tranquille s'il avait la couleur de feuilles mortes ou d'herbes sèches, comme la plupart des autres mammifères. Pourquoi est-ce que les zèbres sont décorés comme ça? Bon, ça reste une question. C'est que l'évolution a travaillé très longtemps et voilà, ça a donné une forme très belle. J'ai mis l'être humain, puisqu'après tout, il est vivant lui aussi, mais il pose un problème particulier, l'être humain, c'est que... Alors, c'est les très riches heures du duc de Berry, ça c'est 1540 si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'ils sont très beaux, mais si vous les regardez de près, ce qui est beau dans l'être humain, c'est leurs vêtements. Ils s'habillent très bien. Si tout ce beau monde était à poil, ça doit arriver de temps en temps, eh bien, je pense qu'on ne les trouverait pas si beaux que ça. Et là, la beauté, elle est un peu entretenue par des artifices. Bon, enfin, j'insiste pas. Alors, ça, c'est différent. C'est pas que les animaux soient beaux, mais c'est des animaux qui font des œuvres d'art. Je prétends que l'art, c'est pas l'être humain qui l'a inventé, et on trouve effectivement, dans la nature actuelle, des animaux qui font des réalisations artistiques. Alors là, j'ai mis la construction d'une toile d'araignée par une épère, et je trouve ça très beau. Voilà. Ça démarre en bas à droite, et ça se termine en haut à gauche. Voilà, et l'animal, il fait ça en moins d'une heure, et c'est très souvent détruit. Il est capable d'en faire plusieurs fois dans la journée, parce que c'est comme ça qu'il vit. Voilà, il se nourrit de cette façon-là. À côté, j'ai mis un tableau de mon grand-père qui était artiste. J'ai un très bon souvenir de mon grand-père. Il était suffisamment humoristique pour ne pas se formaliser de se retrouver ici à côté d'une araignée. Je crois que ça l'aurait beaucoup amusé. Mais
si vous voulez, je constate une convergence entre ce tableau, qui est une rivière bretonne, et puis la toile de l'Épère. Dans les deux cas, ça sert à vivre. L'animal, il attrape des mouches et il les mange. Et mon grand-père, il vendait ses tableaux et il gagnait de quoi vivre, de quoi passer sa vie, enfin de vivre, et il vivait bien avec une famille nombreuse. Donc il y a une ressemblance tout de même entre les deux. Je montre un autre exemple. Ce grand rond-là, c'est une sculpture dans le sable sous-marin à 25 mètres au large du Japon, dans le Pacifique. Et sur le sable, vous avez cette énorme chose qui est fabriquée par un tout petit poisson. J'espère que vous le voyez, il est en bas de... Enfin, il nage là. Et si vous voulez le voir mieux, il est tout à fait en bas. Oui, c'est ça, en bas à gauche. C'est un poisson qui est d'allure normale si on l'embête pas, mais si on lui fait peur ou qu'on l'effraie ou qu'on lui fait du tort d'une manière quelconque, il devient sphérique. Et à ce moment-là, ses aiguilles se dressent et ça devient un peu plus dangereux. Il se trouve aussi que c'est une friandise japonaise. Voilà un animal qui fait des choses très belles, je trouve. Pourquoi il le fait? C'est pour attirer la femelle. Là, il y a une beauté dont on comprend bien le sens. Un sexe attire l'autre par cette beauté. À côté, c'est des nids. Non, ce n'est pas vraiment des nids. C'est des oiseaux australiens ou de Nouvelle-Guinée qui fabriquent ces choses-là, qui sont des endroits pour que les sexes se rencontrent. Mais ce n'est pas là qu'ils s'accouplent. Ça me fait penser aux formidables motos qu'on voit de temps en temps. C'est fait pour attirer les filles, mais ce n'est pas là qu'on s'accouple. Ouais, j'espère. En tout cas, c'est des édifices assez compliqués, hein, et en plus, il y en a qui utilisent des couleurs. C'est australien et de Nouvelle-Guinée, les couleurs bleues sont très rares dans la nature, de sorte que le mâle, il remplit son... Je ne sais pas comment l'appeler un nid, mais enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler. Il le remplit d'objets bleus et il va même jusqu'à peindre les murailles en bleu avec des fruits qu'il écrase et quand la femelle arrive, tout est bleu. Alors ça la séduit complètement. Il faut dire que du bleu dans la nature, ça se fait rare. Donc maintenant, dans ces constructions-là, on trouve essentiellement des capuchons de biques et des cartouches de carabines utilisées. Bon, tout n'importe quoi qui est bleu, ça leur convient. Bon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah oui, ça c'est un cas historique très, très curieux. Un paon mâle qui fait la roue. Alors ça, c'est pour attirer la femelle. Et la femelle, elle vient, ça l'intéresse. Darwin, ça lui a posé des problèmes gigantesques, ce paon mâle qui fait la roue. Parce que pour Darwin, une nouveauté qui apparaît au niveau d'un individu, c'est censé lui rendre service. Or là, ça ne lui rend pas du tout service, puisque si un prédateur, d'abord il est très visible pour les prédateurs, et si le prédateur approche, il a beaucoup de mal à s'envoler. Parce que s'envoler avec une queue qui a 1,20 m de long, il faut qu'il court sur une longue distance avant de pouvoir décoller. Donc, ça ne lui fait pas du bien, et on peut même dire qu'à ce mâle, ça lui fait du mal. Et ça allait exactement à l'encontre de la théorie de l'adaptation de Darwin. Et donc, il écrivait à un collègue, Asa Gray, il écrivait à Asa Gray, dès que je vois la plume d'un paon mâle, ça me rend malade. Parce qu'il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui allait complètement à l'encontre de sa théorie. Mais il a compris et il a trouvé la solution. Il a fait une évolution un peu différente, il a distingué les deux, et ça, c'est une évolution particulière, c'est une beauté qui est destinée à attirer l'autre sexe. Ce n'est pas toujours les mâles, hein. Ça peut arriver que ce soit les femelles qui soient magnifiques et qui attirent les mâles,
Mais de toute façon, il s'agit là d'un type d'évolution un peu spéciale qui est liée à la rencontre des sexes. Je vous en montre un autre exemple. Un faisan, un grand faisan de l'île de Sumatra, qui a été longtemps considéré, d'ailleurs à l'époque de Darwin, c'était considéré comme le plus bel animal du monde. Alors il fait la roue, comme vous voyez, et ça intrigue la femelle. Et en plus, ce que je trouve drôle, c'est qu'il cache sa tête. Donc la femelle, elle voit la roue, mais elle ne sait pas où est le mâle. Et je crois qu'elle est amenée à le chercher. Elle finit par le trouver. Hein. C'est un animal très étonnant. Un faisan qui ne supporte que les forêts primaires. Dès que la forêt est exploitée, il s'en va ailleurs. C'est un marqueur de la forêt primaire. Alors là, je vous présente un type de beauté très différent. C'est la beauté qui fait peur. C'est une beauté qui délivre un message très clair. Attention, ne me mange pas, je suis toxique, donc si tu me manges, tu meurs. Alors ça intéresse des papillons, ça intéresse une petite pieuvre australienne, et ça intéresse surtout des rainettes du sous-bois amazonien, ces petites bêtes tellement belles. Quand on en voit, on a envie de mettre la main dessus. Il ne faut surtout pas le faire, sinon on perd la peau des doigts. C'est des animaux très dangereux. Et ils font savoir qu'ils sont dangereux par leur beauté. Et les prédateurs comprennent très bien. D'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas, ils sont déjà morts depuis longtemps. La petite pieuvre, elle est très étonnante. C'est mon petit-fils qui est plongeur qui m'a fait connaître ça. C'est une petite pieuvre, pas plus grande que ça, sur la côte australienne. Si on ne l'embête pas, elle est couleur brune, c'est rien de très particulier. Mais si on l'énerve, elle se couvre d'anneaux bleus. On l'appelle d'ailleurs en Australie la pieuvre aux anneaux bleus. Et là, il faut se méfier parce que cette petite pieuvre, elle est capable de nous tuer. Elle tue un être humain. Il y a un poison là-dedans qui est quelque chose d'effrayant. Alors, c'est pas mal d'avertir qu'on est dangereux, parce que si on n'avertit pas qu'on est dangereux, on se fait bouffer, le prédateur meurt, mais ça ne nous sert à rien. Une fois qu'on est mangé, ça ne sert à rien. C'est assez astucieux de prévenir qu'on est dangereux. Voilà. La beauté qui fait peur. Je passe aux plantes. Les plantes, ça présente un problème particulier. La beauté avec des animaux, on peut comprendre, les animaux, ils ont des yeux, donc ils peuvent constater cette beauté. Mais les plantes, elles n'ont pas d'œil. Ça sert à quoi d'être beau si on n'a pas d'œil? J'ai bloqué un certain temps là-dessus. Bon, en fait, la solution, elle est facile à trouver. Ces plantes archaïques que vous avez là, elles n'ont pas de fleurs d'abord, et elles ne sont pas dans les plus belles, c'est sûr. Et elles sont d'ailleurs, sur la gauche, là vous voyez les formes les plus ancestrales, elles sont microscopiques, comme toujours. La base, les ancêtres, oui. Et chez les plantes, il y a eu un moment très précis qui a tout changé, c'est l'apparition des fleurs. Voilà, ça c'est une petite plante qu'on trouve chez les bonnes jardineries. Ça s'appelle Tillandsia cyanea et c'est une plante de la famille de l'ananas, Broméliacées, pour ceux qui connaissent ces choses-là. Et ça pousse sur les arbres en Équateur. C'est très très beau, je trouve ça magnifique. Quand il fleurit, il donne une espèce de palette rose et tout d'un coup on voit sortir des fleurs entre bleu et pourpre et qui en plus sentent très bon. C'est vraiment un summum de beauté, cette petite chose. Non, je vais passer ça. Les feuilles peuvent également être très belles. J'ai mis ici quelques feuilles particulièrement spectaculaires.
tout à fait à droite, là, j'en profite pour vous présenter la plus grande feuille du monde. Ça m'a permis d'être dans le livre Guinness des records. Je ne sais pas si tu savais ça. La plus grande feuille au monde, le record précédent, c'était 12 mètres. Et c'est le raffia qu'utilisent les horticulteurs pour faire des liens. 12 mètres, c'était pas mal déjà pour une feuille. Là, on est passé à 34 mètres. Et encore, ça doit être plus que ça, parce que la feuille, elle est enterrée dans le sol. Si on la déterre, elle s'écroule. Elle tient parce qu'elle est tenue par le sol. Voilà, la feuille de la raffia royale. Raffia regalis, ça vient du Congo-Brazzaville. Bon, les feuilles peuvent être belles. Ça sert à quoi? Ça sert à faire de la photosynthèse. On se demande pourquoi ça a besoin d'être beau. La photosynthèse serait tout aussi efficace si c'était des formes plus habituelles. Alors, tant qu'on est dans les feuilles, je vous montre celle-là. Tout le monde la connaît, celle-là. C'est Monstera deliciosa. On trouve ça chez tous les bons vendeurs de plantes. Pourquoi est-ce qu'elle a des trous? Pourquoi est-ce qu'elle est trouée? C'est curieux. Et il y aurait un peu plus de photosynthèse si elle n'avait pas de trous. Alors, l'hypothèse actuelle, ça n'est qu'une hypothèse. C'est que le prédateur herbivore, il voit ça et il dit « mais c'est bouffé. C'est déjà bouffé, moi je ne veux pas. Je vais chercher une feuille qui n'a pas de trou. » Alors il va finir par en trouver, mais ça ne sera pas cette espèce-là. C'est assez étonnant, les spectacles qu'on voit dans la nature. Bon, je reviens aux plantes. L'instant critique, c'est l'apparition des fleurs. Alors là, il n'y a, à mon avis, pas de limite dans la beauté. Pour moi, les fleurs, oui, c'est quelque chose d'irremplaçable. Voilà. Ça attire les animaux, comme vous savez, ça attire les insectes, mais dans les tropiques, ça attire aussi les oiseaux, les chauves-souris et même les primates qui viennent. Bon. Et ça, c'est une idée que Darwin avait déjà eue. Nous avons le même sentiment du beau que tous ces animaux-là, puisqu'ils viennent et moi, je trouve ça beau. C'est très intéressant, ça prouve qu'on partage ce même sentiment avec des animaux qui sont extrêmement éloignés de nous. Voilà, enfin... Alors, ce n'est pas toutes les fleurs qui sont belles. Tout ça, elles sont belles parce qu'elles sont pollinisées par des animaux qui, justement, ont des yeux. Mais il y a aussi des quantités de fleurs qui sont pollinisées par le vent. Par exemple, un chêne. Un chêne, ça n'a pas des très belles fleurs. Il faut dire que quand on est pollinisé par le vent, ce n'est pas la peine de faire des efforts pour être beau. Ça ne va pas attirer le vent. Voilà. Alors, il n'y a pas que les fleurs, il y a aussi les fruits, les graines, les feuilles, etc. Bref, c'est la beauté végétale dans des quantités de place dans le dispositif végétal. Les graines, les fruits sont parfois très beaux, mais c'est pour la même raison. S'ils sont beaux, et si en plus ils sentent bon, ça attire les animaux qui vont venir les manger. Ils vont absorber aussi quelques graines et ils vont répandre ça dans leurs excréments. Donc c'est à l'avantage de la plante que son fruit soit mangé. Là, j'ai réuni des fleurs de la famille des orchidées. Excusez-moi, j'en ai mis peut-être un peu trop, ça fait kitsch un peu, non? Mais je vous garantis que dans la nature, ça ne fait pas kitsch, parce qu'elles sont isolées et sont très dignes et très discrètes. Enfin bref, voilà un petit peu une idée des... Alors celle-là, oui, c'est de chez nous, ça. C'est en haut à gauche, la rose dont on parle. Il faudrait un pointeur, mais bon, c'est pas grave. Si vous regardez un peu et que vous connaissez la flore d'ici, il y a la ligne d'en haut, c'est presque tout des orchidées d'Europe. Facile à trouver. Alors, les orchidées, c'est bien connu que c'est la famille végétale la plus récente. La venue en dernier. Et donc, c'est normal qu'elle soit belle. C'est la fin du phylum des plantes qui pratiquent la photosynthèse.
Seulement, la contrepartie, c'est qu'elles sont toutes exactement structurées de la même façon. Ça n'apparaît pas parce qu'il y a des décorations magnifiques. Mais si on regarde tout ça de près, elles sont toutes exactement pareilles. Il n'y a plus aucune variabilité dans les structures ni dans les modes de vie. Voilà. Bon, là, ça se suit d'une lignée sur l'autre, comme vous voyez. Oui. Alors, à parler de la beauté, il devient intéressant de regarder aussi la laideur. Ça, des animaux laids, j'ai groupé là-dessus. Eh bien, des animaux laids, j'en ai trouvé des milliers. J'aurais pu faire des quantités de planches d'animaux laids. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas très beaux. Hein. La frine qui est en bas au milieu, là, c'est un animal assez effrayant. Il est totalement incapable de faire du mal à qui que ce soit, sauf à sa nourriture, les insectes qu'il mange. Mais nous, on peut le prendre à la main, il n'y a aucun problème. Voilà à quoi ressemblent des animaux laids. Alors, est-ce qu'il y a des plantes laides ? C'est un problème. En toute objectivité, oui. Et écoute, alors j'ai posé la question à des quantités d'amis, à des collègues botanistes, et ils me disaient non, pas de plantes laides. On m'a dit, il y en a qui sont discrètes, on ne les voit pas beaucoup, mais si on prend la peine de les regarder, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas laides. La discrétion, ce n'est pas du tout la même chose. Alors j'ai fini par en trouver, mais j'ai eu du mal. Voilà ce que j'ai trouvé en matière de plantes laides. C'est vrai que ce n'est pas très beau. Il y a, tout à fait à droite, il y a une orchidée malgache, là. Vraiment pas magnifique. Il y a une grosse fleur d'orchidée au centre, mais ce qui vous manque là-dessus, c'est les odeurs. L'odeur de cadavre, c'est presque une bonne odeur à côté de ça. Non, c'est effrayant, absolument effrayant. Mais rien que de la voir, j'ai l'impression que l'odeur me revient. C'est terrible. Hein. Alors, à quoi ça sert de sentir si mauvais ? Ça attire les mouches. Et donc, c'est les mouches qui les fécondent. C'est pas idiot, il y a beaucoup de mouches. Une chose amusante, c'est que, comme vous le remarquez, il y en a qui ressemblent à des champignons. Pourquoi ? Ça, c'est très curieux. Les premiers explorateurs qui ont trouvé ces espèces de champignons au sol dans les forêts sud-américaines, ils les ont décrits comme des champignons. Ils leur ont donné des noms de champignons. Ils ont été placés dans la systématique des champignons. Pas de bol, ce n'était pas des champignons. Si on se lève à 3 heures du matin, on voit, comme celui qui est en haut sur la droite, là, des écailles qui tombent et dessous, il y a des fleurs. Des fleurs ? C'est donc pas un champignon. Voilà ce que j'ai trouvé en matière de plantes laides. Alors, il y a une beauté que je n'ai pas abordée jusqu'à présent, c'est la beauté collective. Là, ce n'est pas un organisme qui est beau, c'est l'ensemble. Ça, c'est la canopée d'un récif corallien. C'est vrai que c'est difficile de trouver plus beau que ça. En plus, cette canopée, elle est très facile à visiter parce que si vous êtes au-dessus d'un récif, il y a 2 mètres d'eau, donc il suffit d'un masque et d'un tuba et d'une paire de palmes et on nage calmement au-dessus et on assiste à ces spectacles étonnants. À part ça, il y a la forêt équatoriale. Ça fait partie, comme le récif, de ce que j'ai vu de plus beau sur cette planète. C'est très compliqué, mais c'est vraiment très beau. Le dessin n'arrive pas, c'est pas possible. Ah oui, attends, il y a une anecdote récente qui va peut-être t'amuser. J'ai été contacté par la maison Hermès. Très chic, hein ? Ils font des foulards qu'ils appellent des carrés. Ils m'ont demandé de faire un carré avec une forêt équatoriale. Bon, il va falloir que je réfléchisse à ça. Mais bon, ça me fait marrer. La botanique, moi, je ne pensais pas qu'elle m'amènerait chez Hermès. Mais j'ai pas vu du papier peint d'ailleurs qui a été il y a déjà inspiré. du papier peint. Ouais. Oui. J'ai vu ça l'autre jour dans un magasin. Oui. Tu as avec tes dessins. Le bas de les racines en bas et la canopée juste sous le plafond, et ça fait des pièces assez étonnantes. Eh bien, je crois que c'est tout. Voilà.
Donc une conclusion, vite fait. La beauté du vivant, c'est pas futile. Ça marque la durée du travail évolutif. Ça a un rôle en biologie. D'ailleurs, quand on regarde de près, regardons le travail d'un artisan qui construit un outil, simplement un outil, quoi. Ça peut être un marteau ou une paire de tenailles, ou bien un artisan qui fait un instrument de musique. J'en vois aussi qui font des bateaux. Eh ben, les premiers objets qui sortent de l'atelier de l'artisan, ils sont moches. Et d'ailleurs, ils ne marchent pas très bien. Et puis petit à petit, le gars, il soumet ses réalisations à des tests de plus en plus nombreux et de plus en plus difficiles. Et les objets deviennent à la fois très beaux et très fonctionnels. Donc il y a un petit peu la même chose chez nous. Voilà, en conclusion, je dirais que puisque la beauté du vivant a un rôle en biologie, les chercheurs qui étudient le vivant ne devraient pas avoir peur d'en parler. Et il ne faut pas qu'ils hésitent à mentionner la beauté dans les textes scientifiques. Voilà, si j'y arrive, ça c'est vraiment une nouveauté absolue. Je vous remercie beaucoup.